Braves gens, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle soirée. Horrifiques histoires. Et du coup, pour commencer, évidemment, comme je vous l'ai promis, eh bien nous allons lire Une petite biographie rapide. Merci Wikipédia pour la fourniture de la biographie qui est Shirley Jackson. Plaçons ceci dans son contexte et dans son histoire, n'est-ce pas ? Shirley Jackson, née le 14 décembre 1916 à San Francisco en Californie, est morte le 8 août 1965 à 48 ans, c'est beaucoup trop jeune, à North Bennington dans le Vermont, est une romancière, novelliste et conférencière américaine, spécialiste du récit fantastique et d'horreur. Comment dire que, évidemment, ça nous concerne. Au cours de sa carrière longue de 2 décennies, elle rédige près de 6 romans, 2 essais et plus de 200 nouvelles. Bon, clairement, il va falloir qu'on en lise plus. Clairement. Elle se fait connaître grâce à sa nouvelle La Loterie, que nous allons lire ce soir, publiée en 1948, puis son livre Maison hantée, publié en 1959, qui est tenu par Stephen King pour l'un des meilleurs romans fantastiques du XXe siècle. Là, normalement, c'est le moment où, d'un instant à l'autre, Mascox balance un fion sur Stephen King. Nous avons toujours vécu au château. Son dernier roman publié au début des années 60 la porte à l'apogée de sa notoriété et fait d'elle une pionnière dans le genre du néo-gothique et de l'horreur moderne. Voilà, je vous l'avais dit, il y a un fion. Ayant longtemps alterné entre une vie de famille où elle est seule à s'occuper de 4 enfants. Ça me fait rire parce que c'est tellement triste et... Putain de connard là. Le père il est où? Pardon. Donc s'occuper de ses 4 enfants et l'écriture de nombreuses histoires publiées dans différents magazines, Shirley Jackson est profondément marquée par ses états dépressifs et anxieux, ainsi que par ce clivage entre gestion du foyer et vie créative. Ses personnages, pour la plupart féminins, font écho à son statut de femme au foyer dans l'Amérique de la seconde moitié du XXe siècle et ont fait d'elle une figure importante de la science-fiction féministe. Et ça, c'est important de le noter. Je vous souhaite une bonne, horrifique histoire. Le matin du 27 juin était clair et radieux, annonçant la chaleur d'une journée de plein été. Les fleurs s'épanouissaient à profusion et l'herbe était d'un vert luxuriant. La population commença à se rassembler sur la place entre le bureau de poste et la banque aux environs de 10 heures. Dans certaines bourgades, il y avait tellement de monde que la loterie durait 2 jours et devait être organisée dès le 26 juin. Mais ici, avec seulement 300 habitants, l'opération tout entière ne prenait que 2 heures, de sorte qu'en débutant à 10 heures du matin,
elle se terminait à temps pour que les villageois puissent rentrer déjeuner chez eux à midi. Les enfants se regroupèrent les premiers, bien sûr. Les vacances d'été venaient de commencer et la plupart n'avaient pas encore pris la pleine mesure de leur liberté. Ils restèrent tranquilles un moment avant de se lancer dans leur jeu, en continuant à discuter de l'école, de leurs professeurs, de livres et des remontrances dont ils avaient fait l'objet. Bobby Martin avait déjà rempli ses poches de pierre, et les autres garçons s'empressèrent de l'imiter, choisissant les plus lisses et les plus rondes. Bobby et Harry Jones et Dickie Delacroix, les villageois prononçaient son nom Delacroix, en eurent bientôt entassé une grande quantité dans un coin de la place, qu'ils défendaient contre les attaques des autres garçons. Sur le côté, les filles bavardaient entre elles et regardaient les garçons à la dérobée, tandis que les jeunes enfants se traînaient par terre ou s'accrochaient à la main de leurs frères ou sœurs plus âgés. Les hommes s'attroupèrent ensuite, chacun un œil sur sa progéniture, parlant de semis et de pluie, de tracteurs et d'impôts. Ils se tenaient à distance du tas de pierres, plaisantaient à voix basse et souriaient plutôt qu'ils ne riaient. Les femmes, vêtues de robes tabliées et de chandails, arrivèrent peu de temps après. Elles se saluèrent les unes les autres, échangèrent diverses nouvelles, puis, ayant rejoint leurs maris, appelèrent les enfants, et ceux-ci obéirent à contre-cœur au 4e ou 5e appel. Bobby Martin échappa à la main de sa mère qui tentait de l'attraper et retourna en riant au tas de pierres. Son père le tança durement. Obtempérant aussitôt, Bobby prit place entre son père et son frère aîné. La loterie, comme les danses folkloriques, le club ado, la soirée d'Halloween, se déroulait sous la houlette de Monsieur Summers, qui avait du temps et de l'énergie à consacrer aux activités civiques. C'était un homme jovial, au visage rond. Il fournissait le charbon au village, et on le plaignait parce qu'il n'avait pas d'enfant et que sa femme était d'un naturel revêche. Lorsqu'il apparut sur la place, chargé d'une boîte en bois noir, un murmure frémit dans l'assistance. Il agita la main et lança « Un peu de retard aujourd'hui, les amis !» Le postier, M. Graves, le suivait, portant un tabouret à 3 pieds, qui fut posé au milieu de la place et sur lequel M. Summers installa la boîte noire. Les gens demeuraient en retrait, laissant un large espace autour du tabouret. Et quand Summers demanda « Est-ce que certains d'entre vous pourraient me donner un coup de main ?» Il y eut une hésitation, avant que 2 hommes, M. Martin et son fils aîné Baxter, s'avancent pour maintenir solidement la boîte sur le tabouret, pendant que Summers mélangeait les papiers à l'intérieur. Le matériel de la loterie d'origine avait été perdu depuis longtemps, et la boîte noire qui trônait à présent sur le tabouret
datait d'avant même la naissance du vieux Warner, le doyen du village. Summers suggérait régulièrement de la changer, mais personne n'avait envie de bousculer la tradition qui s'incarnait dans cet antique objet. On racontait que la boîte actuelle avait été assemblée avec des morceaux de la précédente, laquelle remontait au premier colon, fondateur du village. Chaque année, après la loterie, Monsieur Summers proposait de remplacer la boîte. Mais chaque année, on écartait le sujet sans que rien ne soit fait. La boîte noire devenait de plus en plus vétuste. Sa peinture était défraîchie et tachée par endroits, écaillée sur un côté au point que le bois apparaissait en dessous. Monsieur Martin et son fils aîné Baxter agrippèrent fermement la boîte noire jusqu'à ce que Monsieur Summers eût terminé d'agiter les papiers avec la main. Parce que les divers éléments du rituel étaient déjà largement tombés dans l'oubli, Monsieur Summers avait obtenu que l'on substitue des morceaux de papier aux anciens jetons en bois utilisés pendant des générations. Les jetons en bois, avait argumenté Summers, convenaient parfaitement dans le cas d'un village minuscule. Mais à présent que la population dépassait 300 habitants et qu'elle continuerait sans doute à s'accroître, il était nécessaire d'adopter un procédé qui se logerait plus facilement dans la boîte noire. La veille au soir, Monsieur Summers et Monsieur Graves avaient découpé et glissé les morceaux de papier dans la boîte, laquelle fut ensuite enfermée dans le coffre-fort du bureau de Summers, jusqu'à ce qu'il soit prêt à la porter sur la place le lendemain matin. Le restant de l'année, la boîte était rangée ici ou là. Elle avait séjourné dans la grange de Monsieur Graves, servi de repose-pied à la poste, et parfois on l'abandonnait sur une étagère de l'épicerie Martin. Il y avait encore beaucoup à faire avant que Summers déclare la loterie ouverte. Il fallait dresser les listes. Les chefs de famille, les chefs de foyer au sein de chaque famille, les membres de chaque foyer au sein de chaque famille. En tant que responsable officiel de la loterie, Summers devait prêter serment devant le postier. Certains se rappelaient qu'à une époque, le responsable de la loterie livrait un récitatif, sorte de mélopée dépourvue de mélodie, qui était dûment annonnée chaque année. D'après certains, le responsable de la loterie le chantait ou le déclamait debout,
sans bouger. Selon d'autres, il était censé déambuler entre les gens. Mais on avait accepté de renoncer à cette partie du rituel depuis de longues années. Il y avait eu aussi un salut traditionnel que le responsable de la loterie adressait à toutes les personnes venant puiser dans la boîte. Mais cela aussi avait changé avec le temps. Et le responsable pouvait aujourd'hui se contenter de leur parler. Summers tenait son rôle avec brio. Dans sa chemise blanche immaculée et son jean bleu, une main nonchalamment posée sur la boîte noire. Il affichait l'air d'importance que l'on attendait de lui, tout en poursuivant une conversation interminable avec M. Graves et les Martin. Au moment où Summers cessait enfin de discourir et se tournait vers la foule, Miss Hutchinson surgit précipitamment sur la place, un gilet jeté autour de ses épaules, et se glissa au fond parmi les villageois. « J'avais complètement oublié quel jour on était », dit-elle à Miss Delacroix, sa voisine, et les deux femmes rirent sous cape. « Je croyais que mon homme était parti ranger du bois », continua Miss Hutchinson. « Mais quand j'ai regardé par la fenêtre, je n'ai pas vu les enfants. Alors je me suis rappelé qu'on était le 27, et j'ai rappliqué aussitôt. » Elle s'essuya les mains sur son tablier. « Vous n'êtes pas en retard », la rassura Miss Delacroix. « Ils sont toujours en train de parler, là-bas. » Miss Hutchinson se tordit le cou pour scruter au travers de l'attroupement et découvrit son mari et ses enfants debout sur le devant. Après avoir tapoté le bras de Miss Delacroix en guise de revoir, elle se fraya un chemin pour les rejoindre. Les gens s'écartaient avec bonne humeur. 2 ou 3 personnes lancèrent à la cantonade « Tiens, voilà Hutchinson !» Et « Tu seras pas tout seul finalement, Bill !» Lorsque Miss Hutchinson fut parvenue à la hauteur de son mari, M. Summers déclara aimablement « On a bien failli commencer sans vous, Tessie. » Miss Hutchinson répondit en grimaçant un sourire. « Je pouvais pas laisser ma vaisselle dans l'évier, pas vrai, Joe ?» Un rire secoua l'assemblée, tandis que les rangs se reformaient après le passage de Miss Hutchinson. « Assez traîné maintenant », déclara calmement M. Summers. « Finissons-en, pour que chacun puisse retourner travailler. Est-ce qu'il manque quelqu'un ?»« Dunbar !» répondirent plusieurs voix. « Dunbar ! Dunbar !» M. Summers consulta sa liste. Clyde Dunbar. Exact.
Il s'est cassé la jambe, n'est-ce pas? Qui tirera pour lui? Moi, j'imagine, dit une femme. Monsieur Summers se tourna vers elle. L'épouse tire pour son mari? Vous n'avez pas un garçon en âge de faire ça, Janie? Bien que Monsieur Summers, comme le village tout entier, connût parfaitement la réponse, il appartenait aux responsables de la loterie de poser expressément ce genre de questions. Monsieur Summers écouta Miss Dunbar avec un intérêt poli. « Horace n'a pas encore 16 ans, dit à regret Miss Dunbar. Je crois bien que je dois remplacer le père cette année. Parfait. Monsieur Summers griffonna sur la liste qu'il tenait à la main. Le jeune Watson tire cette année? Interrogea-t-il ensuite. Un garçon de taille élancée leva la main. « Je suis là !» dit-il. « Je tire pour ma mère et moi. » Il cligna nerveusement des yeux et baissa la tête tandis que des voix fusaient tout autour. « T'es un bon gars, Jack. Et je me réjouis de voir que ta mère a un homme à ses côtés. » « Nous sommes au complet alors, » déclara Summers. « Le vieux Warner a pu venir? »« Je suis là !» dit quelqu'un. Et Monsieur Summers hocha la tête. Soudain, le silence tomba sur les villageois. Monsieur Summers s'éclaircit la gorge en considérant la liste. « Prêt ?» demanda-t-il. « Je vais lire les noms à présent. Les chefs de famille d'abord, et les hommes viendront prendre un papier dans la boîte. Gardez-le à la main et ne le dépliez pas avant que tout le monde se soit servi. C'est clair ? » Les gens connaissaient si bien la procédure qu'ils n'écoutaient que d'une oreille. La plupart se taisaient en s'humectant les lèvres, sans regarder autour d'eux. Summers leva le bras et lâcha. « Adams !» Un homme s'avança. « Bonjour, Steve », dit Monsieur Summers. Et Monsieur Adams répondit « Bonjour, Joe ». Ils échangèrent un sourire, tendu et sans joie. Puis Monsieur Adams prit un papier dans la boîte, se détourna, pinçant fermement le papier par un coin, regagna sa place en hâte et se tint légèrement à distance de sa famille, en évitant de baisser les yeux sur sa main.
Allen, continua M. Summers. Anderson, Bentham. J'ai l'impression qu'une loterie vient de finir. Il y en a déjà une autre qui arrive. Dit Miss Delacroix à Miss Graves, dans le dernier rang. Il me paraît que celle d'avant, c'était à peine la semaine dernière. Sûr que le temps file, confirma Miss Graves. Clark, Delacroix. V'là que c'est le tour de mon homme, dit Miss Delacroix. Elle retint son souffle, pendant que son mari s'avançait. Dunbar, enchaîna Summers. Et Miss Dunbar s'approcha de la boîte, d'un pas décidé. Vas-y, Janie, encouragea une femme. v'là que c'est son tour, dit une autre. Après, c'est à nous, murmura Miss Graves. Elle regarda M. Graves qui passait devant la boîte, saluait M. Summers d'un air grave et prenait un papier. Ça et là, parmi la foule, les hommes tournaient nerveusement leurs petits papiers dans leurs grosses mains. Miss Dunbar tenait le sien, flanquée de ses deux fils. Hardbert, Hutchinson. Allez Bill, vas-y, dit Miss Hutchinson, et autour d'elle les gens s'esclaffèrent. Jones. À ce qu'on raconte, dit M. Adams à son voisin, le vieux Warner, ceux du village au nord parlent d'arrêter la loterie. Le vieux Warner eut un rire méprisant. Quelle bande de fous! Quand on écoute les jeunes, rien n'est assez bon pour eux. Bientôt, ils voudront retourner vivre dans des grottes et plus personne ne travaillera. Qu'ils essayent donc un peu. Autrefois, on disait « Loterie bien menée, moisson presque arrivée ». À ce train-là, on se retrouverait vite à manger des pissenlits et des glands. Il y a toujours une loterie, ajouta-t-il avec mauvaise humeur. Comme si ça ne suffisait pas de voir le jeune Joe Summers plaisanter avec tout le monde. Dans certains villages, ils ont déjà abandonné les loteries, insista Miss Adams. Ça ne leur apportera que des ennuis, répliqua farouchement le vieux Warner. Une bande de crétins, je vous le dis. Et merci beaucoup. Boule Goyette du follow. Et bienvenue. Martin. Et Bobby Martin regarda son père s'avancer. Overdyke. Percy. Qu'il se dépêche, chuchota Miss Dunbar à son fils aîné. Qu'il se dépêche donc. Ils ont presque fini, répondit son fils. Tu iras l'annoncer à ton père, dit Miss Dunbar. Monsieur Summers s'appela son propre nom, fit un pas en avant pour se placer précisément devant la boîte et prit un papier.
Warner, ça fait 77 ans que je participe à la loterie, marmonna le vieux Warner en fendant la foule. 77 tirages. Watson. Le garçon élancé s'avança. Quelqu'un jeta « T'inquiète pas, Jack !» Et M. Summers l'encouragea d'un « Prends ton temps, fiston !» Zanini. Il y eut ensuite un long silence. Chacun retenait son souffle. Enfin, M. Summers brandit son papier. « Allons-y !» dit-il. Personne ne bougea pendant un bref instant. Puis tous les papiers furent dépliés. Soudain, toutes les femmes se mirent à parler à la fois. « Qui est-ce? Qui l'a tiré? Les Dunbar? Les Watson ?» Puis on entendit Les Hutchinson. Bill. C'est Bill Hutchinson qui l'a tiré. Va prévenir ton père, glissa Miss Dunbar à son fils aîné. Tous les regards s'étaient tournés vers les Hutchinson. Bill Hutchinson se taisait, fixant le petit papier dans sa main. Soudain, Tessie Hutchinson cria à Miss Summer. « Vous ne lui avez pas donné assez de temps pour choisir son papier. Je vous ai vu, c'était pas juste. » « Sois bonne joueuse, Tessie, lança Miss Delacroix. Et Miss Graves dit « On avait tous les mêmes chances. » « Tais-toi, Tessie, ordonna Bill Hutchinson. « Voilà qui était promptement mené, déclara Mr. Summers. Il faut maintenant nous dépêcher pour terminer à l'heure. Il consulta sa deuxième liste. Bill, vous avez tiré pour la famille Hutchinson. Y a-t-il un autre foyer chez les Hutchinson ? Don et Eva, s'écria Miss Hutchinson. Qu'ils tentent leur chance eux aussi. Les filles tirent avec les familles de leurs maris, Tessie, dit gentiment Mr. Summers. Vous le savez aussi bien que nous tous. Ce n'était pas juste, insista Tessie.
Je ne crois pas, Joe, dit Bill Hutchinson à regret. Ma fille tire avec la famille de son mari. C'est normal. Et je n'ai pas d'autre famille, à part les enfants. Donc, en ce qui concerne le tirage des familles, c'est vous, résuma M. Summers. Et en ce qui concerne le tirage des foyers, c'est vous aussi, exact? Oui, dit Bill Hutchinson. Combien d'enfants, Bill? Demanda Summers pour la forme. 3, répondit Bill Hutchinson. Bill Junior, Nancy, le petit Dave, et Tessie et moi. Parfait, dit M. Summers. Harry, vous avez leur ticket? M. Graves hocha la tête et montra les papiers. Mettez-les dans la boîte, ordonna Summers, avec celui de Bill. On devrait recommencer, souffla Miss Hutchinson à voix basse. Je vous assure que ce n'était pas juste. Vous ne lui avez pas donné assez de temps pour choisir. Tout le monde l'a vu. Monsieur Graves avait glissé les 5 papiers dans la boîte. Il jeta les autres par terre, et bientôt la brise les emporta. Écoutez-moi, disait Miss Hutchinson aux gens autour d'elle. Prêt, Bill? Demanda Summers. Et Bill Hutchinson, après un rapide coup d'œil à sa femme et à ses enfants, hocha la tête. Surtout, dit M. Summers, ne dépliez pas vos papiers avant que tout le monde ait pioché. Harry, aidez le petit Dave. M. Graves attrapa la main du garçonnet qui se laissa entraîner jusqu'à la boîte sans résister. Prends un papier dans la boîte, Davy, dit M. Summers. Davy plongea la main dans la boîte et rit. Un seul papier, dit Summers. Harry, gardez-le pour lui. Monsieur Graves récupéra le papier que le petit Dave serrait dans son poing, tandis que l'enfant levait vers lui des yeux interrogateurs. À Nancy maintenant, dit Summers. Nancy était âgée de 12 ans. Ses camarades d'école retinrent leur souffle quand elle s'avança en balançant sa jupe et piocha délicatement un papier dans la boîte. Bill Junior, dit M. Summers, et Billy, avec son visage rougeau et ses pieds trop grands, faillit renverser la boîte en tirant un papier. Tessie, dit M. Summers. Elle hésita, jeta un regard de défi autour d'elle, puis pinça les lèvres et s'approcha de la boîte. Elle prit vivement un papier et le tint derrière son dos. Bill, dit M. Summers. Et Bill Hutchinson enfonça sa main dans la boîte, tâtonna un peu à l'intérieur, puis trouva le papier. Les villageois se taisaient. Une fillette chuchota
J'espère que ce n'est pas Nancy. » Et chacun l'entendit. « Ce n'est plus comme avant, » déclara le vieux Warner d'une voix clairement audible. « Les gens ne sont plus comme avant. » « Bien, » dit Summers. « Dépliez les papiers. Harry, dépliez celui du petit Dave. » Monsieur Graves s'exécuta. Un soupir parcourut la foule lorsqu'il exhiba le papier, afin que l'on pût voir que celui-ci était vierge. Nancy et Bill déplièrent leurs papiers en même temps et les brandirent sous les yeux de la foule en riant, le visage illuminé. « Tessie, » dit Monsieur Summers. Il n'y eut aucune réaction. Summers se tourna alors vers Bill Hutchinson. Et Bill déplia son papier et le montra vierge. C'était si, déclara Summers d'une voix assourdie. Montrez-nous son papier, Bill. Bill Hutchinson s'approcha de sa femme et lui arracha de force le papier. Celui-ci portait une marque noire, la marque noire que Summers avait tracée la veille avec le gros crayon dans son bureau. Bill Hutchinson leva le papier et la foule s'agita. « Parfait, mes amis, » dit Summers. « Finissons-en. » Bien que les villageois aient oublié le rituel et perdu la boîte noire d'origine, ils se rappelaient encore comment se servir de pierre. Le tas élevé par les garçons était prêt. Il y avait aussi des pierres par terre entre les papiers qui voletaient. Miss Delacroix en choisit une si grosse qu'elle dut la soulever à deux mains et se tourna vers Miss Dunbar. « Venez !» dit-elle. « Dépêchez-vous !» Miss Dunbar, plusieurs pierres dans chaque main, répondit d'une voix essoufflée. « Je ne peux pas courir. Passez devant, je vous rejoindrai. » Les enfants avaient déjà ramassé des pierres, et quelqu'un donna des petits cailloux au jeune Davy Hutchinson. Tessie Hutchinson, debout au centre d'un espace dégagé, tendit les mains dans une supplique désespérée, pendant que les villageois s'approchaient. « Ce n'est pas juste !» dit-elle. Une pierre l'atteignit à la tempe. Le vieux Warner lança
Allez, vous autres, on y va. Steve Adams se tenait au premier rang des villageois, à côté de Miss Graves. Ce n'est pas juste. Vous n'avez pas le droit. Hurla Miss Hutchinson. Et la foule s'élança. Et voilà donc pour cette nouvelle qui prend un petit peu aux tripes, n'est-il pas? C'était donc la loterie de Shirley Jackson, parfaitement bien représentée par notre cher Mascotte, je tiens à le dire. Eh bien, en tout cas, Mascox aura réussi à faire, effectivement, une peinture, une illustration aussi dérangeante que l'histoire. Et c'est très stylé.